bienvenue dans le Culture Mag. Au sommaire aujourd'hui du cinéma de la gourmandise et des expos. Dans ce journal, un petit comparatif des loups de mer. Robert Redford contre François Cluzet. All is Lost contre En solitaire. 2 films de l'eau et des bateaux. On leur lance une bouée. Et puis nous irons sur la terre ferme, Varsovie, Tel Aviv, pour la semaine de la cuisine polonaise en Israël. Une bande de food-fooding a reconstitué un repas typique ashkénaze de 1893. 120 ans plus tard, le goût est-il au rendez-vous? Et puis enfin, nous recevrons un réalisateur qui a fait polémique. Yoav Shamir, l'auteur de Checkpoint et Diffamation, sort un nouveau documentaire plus positif. Stratégie ou bon esprit? Nous lui demanderons. Merci d'être avec nous. Avant de commencer ce journal, voici les news. Ce grand rendez-vous annuel du glamour qui fait plaisir aux femmes et bien sûr frémir les hommes. Le fameux défilé de lingerie Victoria's Secret. La 18e édition a eu lieu à Londres. 185 pays ont suivi l'affaire. On peut comprendre pourquoi. Au programme, les plus belles femmes du monde, dont la brésilienne Adriana Lima. Et puis, il y avait également au programme le fameux soutien-gorge signé Mouawa d'une valeur de 10 millions de dollars, 18 carats, 4200 pierres précieuses. À ce prix-là, on ne cache aucun sein que l'on ne saurait voir. Et encore une série qui va faire parler d'elle, Dig. Dig raconte en 6 épisodes l'histoire d'un agent du FBI qui, à Jérusalem, enquête sur le meurtre d'un archéologue. Cette série, coproduite par les États-Unis et la fameuse société israélienne Keshet, a été signée cette semaine en présence du maire de Jérusalem, Nir Barkat. C'est le nouveau petit film Fashion qui fait parler de lui et c'est fait pour. Il est signé Wes Anderson pour la marque italienne Prada. 8 minutes, l'Italie, 1955, une course de voitures qui réveille la place du village. Et puis c'est le crash d'un des pilotes, Casello Cavalcanti, incarné par l'acteur Jason Schwartzman. Un pur moment de cinéma délicieux, décalé, fin. On regarde un petit extrait. Avanti. Avanti. Come on, it's totaled, fellas. Completamente finito. Totale calamity disastro catastrofica. Stick it back in the gutter where it belongs. Give me a shot of the local hooch. Est-ce que la cuisine ashkénaze peut se bonifier avec le temps? C'est la question. La première semaine de la cuisine polonaise s'est terminée en beauté. Parmi les multiples événements organisés, celui-ci, la reconstitution d'un repas mythique, celui donné en 1893 à Varsovie. Gabi Tartakovsky avec David Gombin sont allés goûter ça pour nous. Reconstituer un banquet de la fin 19e à Varsovie, en plein centre de Tel Aviv. Voilà l'idée décalée que 3 professionnels du fooding ont proposée pour marquer la semaine de la cuisine polonaise, première du genre dans le pays. Le banquet a eu lieu au café Europa, l'un des bars-restos branchés de la ville. Ronit Vered, la prêtresse fooding du quotidien Haaretz, est co-organisatrice. On voulait changer un peu l'image que les gens ont en Israël de la cuisine polonaise. Une image qui peut être expliquée par l'histoire, mais en fait, on ne sait pas vraiment ce que mangeaient nos grands-parents en Pologne. Ici, on n'a pas les mêmes ingrédients. Leur idée, reconstituer à l'identique un drôle de banquet servi en 1893 en l'honneur de Avraham Eliaou Hararbi, célèbre intellectuel juif polonais, docteur et rabbin. Ce banquet, à l'époque, avait été organisé par un cercle d'écrivains juifs, les Ari Asaf, auteurs entre autres du premier calendrier en hébreu. Des intellectuels non dénués d'humour, puisque chacun des plats portait le nom d'un de ses livres. En 1893, cet événement avait été largement relayé par la presse locale polonaise. 120 ans ont passé, qu'est-ce qui a changé ? Les ingrédients et les règles religieuses. En fouillant dans les cahiers de ma grand-mère, j'ai retrouvé quelques recettes. Dans le menu original, il y avait des ingrédients non cachers, du porc par exemple. Mais ce soir, on a fait la version cachère. Au menu, poisson farci, soupe de raisin, soupe de quenelle et roast beef. L'idée était de farcir un poisson, mais j'ai pensé que ce serait un peu difficile à manger pour les clients. Alors j'ai décidé d'y aller French style et j'en ai fait une terrine. Après une lecture brève des discours prononcés lors du banquet de l'époque à Varsovie, un trio de musiciens joue les mélodies d'antan. L'ambiance se réchauffe rapidement, ou peut-être est-ce l'alcool qui fait son effet ?
La nourriture est absolument incroyable. On boit du kvass, c'est une sorte de jus de fruits très polonais. Tout est délicieux. C'est vraiment un événement unique et je suis très heureux d'être ici. Ambiance bon enfant, débarrassée de la mémoire. Pogrom, ghetto, persécution, Shoah, rien de tout cela ne figurait au menu. Avec la nuit du Kitschke, le séminaire sur la cuisine ashkénaze ou encore la soirée littéraire, cette semaine de la cuisine polonaise s'est donnée comme seul objectif d'éveiller les papilles. À suivre, le nouveau documentaire de Yoav Shamir et la battle Robert Redford contre François Cluzet. Mais tout de suite les highlights, l'agenda expo. À New York, une exposition particulièrement vénéneuse ouvre ses portes au musée d'histoire naturelle. Le pouvoir du poison explore le rôle du poison dans la nature, la santé humaine, mais aussi dans l'histoire, dans la littérature et dans la mythologie. Une expo qui examine les stratégies évolutionnaires des poisons et qui inclut également une sélection d'objets historiques fascinants, révélant comment les hommes ont tenté à détecter la présence de ces substances. Remonter sur les traces des empoisonnements célèbres, du venin qui a frappé Cléopâtre jusqu'à l'arsenic qui aurait tué Napoléon, jusqu'en août 2014. Le Salon des arts photographiques Paris Photo se tient pour la seconde fois aux États-Unis, à Los Angeles plus précisément, au studio historique de la Paramount, un salon jumelé à celui de Paris qui se déroule pour la 17e édition au Grand Palais. 160 exposants attendent plus de 50 000 visiteurs. Quant au programme Son et Vision, il propose une série de conférences et débats avec des artistes et des scénaristes à découvrir jusqu'au 17 novembre. Le 11e Festival mondial du film de Bangkok présente une sélection de films indépendants des 4 coins du monde. Plus de 80 projections de films font rôle de porte-voix du cinéma émergent contemporain d'Asie et d'Amérique du Sud. En plus de supporter de jeunes talents, le festival attribue le prix Lotus qui récompense les carrières, un festival qui se poursuit jusqu'au 24 novembre. Yoav Shamir fait partie des documentaristes israéliens qui posent un regard dur sur la société de son pays. Diffamation, Checkpoint, ses précédents films ont soulevé la polémique et obtenu de nombreux prix dans les festivals étrangers. À 43 ans, il signe son 3e documentaire, 10% qui font un héros, c'est le titre, un film positif. On va voir avec lui pourquoi. Avant cela, les faits avec Avri Rosenzvi et Sandy Fortis. Les films de Yoav Shamir suscitent souvent de fortes réactions. Les sujets abordés sont généralement délicats, comme l'état des relations israélo-palestiniennes, mais ne prétendent pas apporter des réponses faciles. Dans Checkpoints, en 2003, le réalisateur israélien parle des contrôles effectués à la frontière cisjordanienne et des tensions entre Palestiniens et soldats israéliens affectés à ce poste, un film qui a fait polémique en évoquant les restrictions de mouvement imposées aux Palestiniens. Piège des mots et des images, terrain miné, choc entre mémoire et politique. En 2009, avec son film Diffamation, Yoav Shamir reste en terrain brûlant. Thème de ce documentaire, l'influence de la perception de l'antisémitisme dans l'arène politique, aux États-Unis et en Israël. Résultat, un succès médiatique garanti, mais aussi des réfutations cinglantes. Dans son nouveau film, 10% What Makes a Hero, Yoav Shamir aborde le thème de l'héroïsme et ce qui pousse certaines personnes à faire des choses extraordinaires. Il a puisé son inspiration de cette photo, prise à l'époque du nazisme, dans laquelle un homme défie la foule. Un film produit par le célèbre documentariste oscarisé Michael Moore et financé grâce au crowdfunding. I don't call myself a hero. I call myself a person who did the right thing that you had to do. Le film tire son titre d'un sondage, une étude qui affirme que seuls 10% de la population sortent de la norme et agissent avec courage pour aider les autres en cas de coup dur. À travers les histoires d'héros ordinaires, de combattants de la liberté et de spécialistes du comportement, Yoav Shamir se demande ce qui fait un héros, un sujet qui, comme les autres films du réalisateur, promet de susciter quelques débats. Alors, nous avons sur le plateau Yoav Shamir. Bonjour, on vient de voir dans le reportage, vous avez décidé de vous intéresser aux héros ordinaires à partir d'une photo de cet homme qui refuse le salut nazi. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme héros ordinaire? Est-ce que c'était facile d'en avoir? L'un des problèmes lorsqu'on fait un film sur les héros, il y a tellement de types différents d'héros. Dans la mythologie grecque, il y a des héros politiques, il y a des héros du quotidien, quelqu'un qui sauve quelqu'un.
La difficulté, c'était de comprendre qu'est-ce qui fait un héros, le héros primitif. Et cette image de cet homme qui refuse de faire le salut hitlérien, et pour moi, ça, c'est vraiment le héros par excellence. Quelqu'un qui, dans une société très mauvaise, qui décide d'aller à l'encontre de cette société qui est mauvaise. Yoav Shamir, vous avez précédemment fait des films qui étaient très controversés, très politiques, qui ont fait parfois du mal. Est-ce que vous avez envie, avec ce nouveau long métrage, de renouer avec un esprit positif, d'être un peu plus lawful good? Je crois que la critique, c'est quelque chose de très positif. Et mes films ont donné une image d'Israël qui ont aidé à comprendre la complexité de la société israélienne, une compréhension beaucoup plus profonde de la société israélienne. Et en ce sens, ils étaient positifs. C'est vrai que ce présent film est différent. Il pose des questions beaucoup plus universelles qui ne sont pas forcément, n'ont pas un rapport entre les relations entre les Juifs et les Arabes. C'est plutôt un film sur la nature humaine. Qu'est-ce qu'il fait qu'un homme décide, à un moment donné, de devenir héros? La polémique autour de vos films était très forte en Israël et bien sûr dans le monde. Est-ce que vous, en tant que réalisateur, en tant qu'artiste engagé à gauche, on imagine, est-ce que vous avez l'idée, est-ce que vous savez que parfois des films comme les vôtres peuvent faire du tort à Israël, faire du mal aux Juifs à l'étranger ? Je crois que c'est une question de point de vue, de perception. Moi, je suis israélien, j'ai fait l'armée en Israël. Ça fait plusieurs générations que ma famille habite en Israël. J'habite ici, dans ce pays. C'est un pays qui m'est cher. Alors, lorsque je pose les questions qui sont dans mes films, lorsque je décide de mettre le projecteur sur des points qui font mal, je vois ça d'un œil assez positif. Je ne fais pas des films pour l'étranger, je fais des films pour moi. Et les films que je fais, je pense qu'ils vont aider Israël à promouvoir un Israël beaucoup plus libéral, beaucoup plus ouvert. Mais c'est pas le fait qu'on ne parle pas des problèmes, ça ne veut pas dire qu'ils seront résolus pour autant. Yoav Shamir, vous avez comme producteur exécutif Michael Moore, qui lui aussi est très controversé à l'étranger, qu'on considère comme quelqu'un d'un peu subjectif. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, en ayant cette personnalité à vos côtés pour la production de ce film, que ça ne vous range pas dans la catégorie des documentaristes finalement subjectifs et impartiaux, ou partiaux, pardon, partiaux? Être subjectif, je crois que c'est très bien. Je crois qu'on ne peut pas, on n'a pas d'autre choix que d'être subjectif lorsqu'on fait des films. J'ai une opinion et je veux que les gens me prennent au sérieux dans mes films. Michael Moore est effectivement un personnage controversé, mais il ne s'est pas trop impliqué artistiquement dans mes choix pour ce film. Ce film est à moi, il n'est qu'à moi. Mais en même temps, Michael Moore est quand même un réalisateur de films documentaires, l'un des plus importants au monde. Et c'est avec son nom peut-être que les gens regarderont notre film d'une manière beaucoup plus sérieuse. Merci beaucoup Yoav Shamir d'être venu sur ce plateau. La traduction a été assurée par Cyril Amar. Merci beaucoup. Robert Redford, François Cluzet sont dans un bateau. Aucun des deux ne tombe à l'eau. Ils sont tous les deux à l'affiche d'un film de bateau et de mer. Sandy Fortis nous fait un comparatif waterproof. Robert Redford, seul en mer. Pour la première fois, l'acteur américain se retrouve à porter un film sur ses seules épaules. Dans All Is Lost, il est donc isolé sur un bateau endommagé. Un exercice difficile, tant moralement que physiquement, et pourtant Robert Redford s'y est pris comme un chef. Il faut dire que l'acteur s'est retrouvé dans son élément, à l'aise tel un poisson dans l'eau. C'est ce qu'il a confié au micro d'i24 News. C'est vrai que je suis un bon nageur. J'ai grandi près de l'eau à Los Angeles. J'ai passé une grande partie de mon enfance dans l'océan. J'adore l'eau, j'adore nager. Sorti le 18 octobre aux États-Unis, le film a déjà réalisé près de 3 millions de dollars de bénéfices. Les films sur la navigation, on le vend en poupe en ce moment. Le 6 novembre, En solitaire avec François Cluzet, a réalisé le meilleur démarrage de la semaine avec près de 50 000 spectateurs dans toute la France. On n'a pas pu résister à l'envie de les comparer.
Alors évidemment, quand on pense homme seul sur un bateau, on pense immédiatement à tempête et bourrasque. Redford et Cluzet ont tous les deux mouillé le maillot, mais on peut dire qu'ils prennent l'eau en pleine figure avec grâce. L'un est seul, l'autre non. Putain de merde! Et justement, ça pose problème. Comment t'es monté? Sa radio ne fonctionne pas. C'est quoi cette route là? T'as une merde? La sienne marche parfaitement, mais une petite panne ne lui aurait pas déplu. T'inquiète, je sais ce que je fais. Il sait ce qu'il fait. Robert Redford se bat pour sauver sa vie. François Cluzet pour sauver celle d'un autre. Au final, 2 films sur le même thème mais assez différents, tous deux valent le détour. Alors, le français ou l'américain, lequel choisirez-vous? Merci de votre fidélité. Tout de suite, l'info continue sur i24 News.